Il a sans doute contribué à révolutionner l'art au XIXe siècle en ouvrant la voie aux impressionnistes. Il a été à la tête du Salon des Refusés de 1863. Zola et les grands critiques d'art lui ont rendu un vibrant hommage à sa mort en 1873. Van Gogh le considérait comme l'un de ses maîtres. Son nom, Antoine Chantreuil. Antoine, ou Tony, naît en 1814 à Pont-de-Vaux, dans l'Ain, pendant l'invasion autrichienne. Très proche de sa maman, il grandit dans l'école pour filles qu'elle ouvre lorsqu'il est tout jeune enfant. D'un caractère doux et sensible, Tony adore la nature et n'hésite pas à courir le long du canal de Pont-de-Vaux lorsque les éléments se déchaînent. À la mort de sa mère adorée, à l'âge de 18 ans, il hésite entre la poésie et la peinture. À 22 ans, il part pour Paris. Sa décision est prise. Il sera peintre. Mais pas facile de faire sa place. Il n'a pas d'argent, pas de contact et les peintres qu'il rencontre le découragent. Ils le disent sans talent. Pour gagner un peu d'argent, il est livreur de livres. C'est comme ça qu'il termine son éducation et c'est là qu'il rencontre Jules Husson, le futur critique d'art Champfleury. Ensemble, ils décident de fonder une association, les Buveurs d'eau, avec des écrivains comme Henri Murger, l'auteur du livre qui va inspirer La Bohème à Puccini. Il y a des peintres et des sculpteurs comme les frères Desbrosses, qu'on appelle Christ et Gothique. Et puis, il y a aussi Nadar, le fameux photographe. Cette joyeuse troupe n'a qu'un seul mot d'ordre, l'art pour l'art. Ils mettent en commun leur argent, s'entraident et refont le monde. Parlent quelquefois politique, au café Momus, à la laiterie et à d'autres endroits inhabituels. C'est la vie de bohème, quoi. Mais elle n'est pas facile. Ils mangent un jour sur deux, cassent la glace dans leur chambre en plein hiver, et c'est parfois la mort qui s'invite à leur table. Leur compagnon Christ meurt en 1844, sonnant le glas de leur association. Certains abandonnent leurs rêves. Tony n'en est pas loin non plus. Rejeté d'un atelier de peintre, chassé de son appartement, sans argent, souvent malade, sa vie est terriblement précaire. Il finit par se tourner vers le député de l'Ain, originaire de Pont-de-Vaux, et énorme fortune, Michel Poisat. Mais son compatriote n'est pas très amical. « Jeune homme, allez vous raser la tête, et nous discuterons ensuite. » Poisat lui trouve un travail de copiste une fois, mais la seconde fois, il lui claque la porte au nez. S'il ne peut pas vivre de son art, qu'il change de métier. Tony, au bord du gouffre, songe à tout plaquer. C'est alors qu'il rencontre deux personnages qui vont complètement bouleverser sa vie. Le premier est l'un des très grands peintres du XIXe siècle, Jean-Baptiste Camille Corot. Il prend Tony sous son aile et lui montre la voie du paysage. Un genre très méprisé à l'époque. On préfère des peintures qui parlent d'histoire. Ou alors, on rajoute dans le paysage des personnages pittoresques, des chasseurs ou des temples. C'est donc auprès de Corot que Chantreuil se révèle véritablement. Les deux hommes sont très proches. Ils vont travailler ensemble sur le motif, parfois sur le même tableau. On dit que Corot a signé des toiles de Chantreuil pour l'aider financièrement. Et les amateurs n'y ont vu que du feu. Le second est un chansonnier très populaire, souvent arrêté et mis en prison pour ses pamphlets politiques. Il s'appelle Pierre-Jean de Béranger. Il ouvre pour Tony un compte chez un marchand de couleurs. Et surtout, il parle de lui à tout le gratin parisien. Banquier, politique, écrivain, dont un certain Alexandre Dumas fils, ou encore la célèbre musicienne Pauline Viardot. Mais les efforts de Béranger ne suffisent pas. Tony reste dans la misère pendant des années. Une misère adoucie à partir de 1849 par la présence à ses côtés de Jean, le dernier de la fratrie Desbrosses. Comme ses aînés, Jean choisit la carrière artistique, Tony devient son mentor et son père de substitution. Les deux hommes ne se quitteront plus jamais. Malgré l'adversité de la vie, la conviction de Tony est tout aussi intense que son labeur. Il arrive enfin à décrocher une place au Salon en 1847. Le Salon, c'est l'incontournable, le passage obligatoire des artistes. C'est là qu'on rencontre public, acheteurs, mécènes. La consécration, l'achat d'une œuvre par l'État. Mais n'y rentre pas qui veut. Tony déchante en découvrant les règles du salon. Le jury, attaché à un art académique, n'aime pas trop la modernité, étrange sur ce qui expose ou non. Quant à l'accrochage, il est bien meilleur avec un petit billet pour que les œuvres soient mieux vues. Mais tout évolue très vite au XIXe siècle. Le développement du chemin de fer contribue à redécouvrir la nature. Après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, les grands travaux du préfet Haussmann changent le visage de Paris. On cherche de la lumière avec de grandes avenues bordées d'arbres et les premiers parcs se créent à la fin des années 1860. Tony continue à travailler d'arrache-pied. Avec Jean Desbrosses, ils vont souvent en banlieue sud, à Igny d'abord, où une petite communauté d'artistes vient souvent les rejoindre.
Puis ils vont s'installer à Septeuil où Tony, Jean et son épouse finiront par acheter une belle maison où il terminera sa vie. L'arrivée de la peinture en tube sur le marché parisien en 1859 permet à Tony d'aller peindre sur le motif en plein air. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Les critiques s'améliorent à son égard. 1863 est une date importante dans l'histoire de l'art. C'est le fameux salon des refusés. Cette année-là, 3000 tableaux sur 5000 sont refusés par le jury. Le déjeuner sur l'herbe de Manet est jugé scandaleux, alors que la Vénus de Cabanel reçoit des éloges du jury et du public. Napoléon intervient et coup de théâtre, il autorise la tenue d'un salon non officiel, le salon des refusés. Mais à une condition, qu'une association soit constituée pour tout organiser. Et c'est ainsi que notre discret et timide Tony devient le président de ce salon qui aura des répercussions au niveau européen. Tony expose ensuite régulièrement au salon. Son tableau L'Espace est acheté par l'État en 1869. L'année suivante, il reçoit la Légion d'honneur. Mais ses tableaux de salon ne le satisfont pas. Il cherche à insuffler autre chose à sa peinture. Ce que Zola, les frères Goncourt et d'autres critiques vont analyser comme la recherche d'impression. Ce sont ces tableaux, qui ne sont pas produits pour le salon, que Tony confie à l'industriel Henri Faure qui les revend à ses amis amateurs d'art éclairés. Il atteint une telle notoriété qu'il apparaît même dans la presse people de l'époque. La maladie des poumons qu'il a contractée jeune finit par le rattraper. Pour la combattre, il va souvent en bord de mer prendre les eaux. Il peint là de magnifiques marines qui annoncent complètement la peinture des impressionnistes. C'est en partant dans les Pyrénées pour une cure médicale en compagnie du fidèle Desbrosses que Tony comprend que sa fin est proche. Il revient à Septeuil. On l'installe dehors pour qu'il puisse profiter de la lumière une dernière fois et assister au coucher du soleil. Que c'est beau! Sont ses dernières paroles. Tony meurt le 8 août 1873. Antoine Chantreuil sera considéré pendant plusieurs années comme un peintre paysagiste majeur. Sa signature, même fantaisiste, se vendra très bien pendant une décennie. Sa cote sera la même que celle de son maître Corot, mort l'année suivante. Puis le modernisme des impressionnistes fera oublier les peintres qui ont contribué à révolutionner la peinture de paysage. Aujourd'hui, l'œuvre d'Antoine Chantreuil revit dans le musée de sa ville natale.